Et il n'était pas satisfait des photos que j'avais prises. Ça lui plaisait pas. Du coup, il me disait non, mais de toute façon, t'es nulle, t'es bonne à rien. Enfin bon, voilà, le truc habituel. Et du coup, il s'est énervé contre moi et il a enlevé sa chaussure et il me l'a jetée au visage. Chers crayonnistes, bonjour. Au travers de cette vidéo, je vais aborder le sujet des relations toxiques. Les sentiments prenant souvent le dessus, il est difficile de s'en apercevoir lorsque l'on en vit une. En effet, comment réaliser lorsque l'une de nos relations amicales, amoureuses, professionnelles ou même familiales en est une? Comment s'en débarrasser lorsque l'on en prend conscience? Et vous, en avez-vous déjà vécu une? Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Avec moi autour de cette table, vous pourrez écouter une jeune femme qui a témoigné il y a 3-4 mois sur France TV Slash parce qu'elle a été victime de violences conjugales avec son petit ami lorsqu'elle était au lycée. À ma droite, un coach en développement personnel qui aborde des sujets comme les pervers narcissiques, les manipulations mentales ou encore les relations toxiques, en ayant lui-même vécu une avec sa mère depuis son plus jeune âge jusqu'à ses 18 ans. Chers crayonnistes, je vous emmène au cœur des relations toxiques. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des relations toxiques. Je suis avec Capucine et Stan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Est-ce que, Capucine, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton rapport avec les relations toxiques, peut-être une histoire que tu as vécue, une petite anecdote? Ça marche. Alors du coup, je m'appelle Capucine Coudrier, j'ai 21 ans, je suis étudiante à Nantes en communication et médias et je tiens mon compte Instagram et mon podcast Over the Rainbow depuis juin 2020. Et du coup, moi, je suis assez engagée sur tout ce qui touche aux relations toxiques puisque j'en ai moi-même été victime entre mes 15 et 18 ans. Donc voilà, j'essaie de beaucoup sensibiliser sur le sujet, que ce soit sur les réseaux sociaux et aussi en faisant des interventions en établissement scolaire et dans les médias. Voilà. Stan? Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Moi, j'ai une chaîne YouTube, enfin plusieurs, et j'écris des livres aussi. J'ai vécu avec ma mère jusqu'à mes 19 ans, et elle a un comportement super malsain. Il y avait de la violence physique, verbale, enfin voilà, ça a duré, ça allait assez loin, ça a duré assez longtemps. Je me suis barré quand j'avais 19 ans, donc déjà là, ça me touche à ce niveau-là. Après, au niveau du couple, j'ai eu une relation qui n'était pas forcément saine, mais bon, c'était pas le drame non plus. Mais voilà. Et du coup, je fais des vidéos aussi sur le sujet. Est-ce que, Capucine, tu pourrais nous raconter comment et pourquoi ta relation a été toxique? Ouais. Alors moi du coup c'est une relation qui a commencé en 2015, même un petit peu avant parce que c'était un garçon qui était dans mon collège et donc que je connaissais de vue. On était sortis ensemble une première fois en quatrième pendant 2 mois à peu près et après on s'était séparés. Moi j'étais toujours très amoureuse de lui et j'avais envie qu'on se remette ensemble. Et du coup on s'est remis ensemble à la fin de la troisième, juste avant les grandes vacances. Et donc c'est là qu'a commencé notre plus longue histoire. Et au départ, ça se passait très bien. Il y avait pas de soucis particuliers. Et c'est petit à petit, en fait, que les choses ont commencé à se dégrader, notamment parce que moi, j'étais à l'internat. On était dans le même lycée. Mais moi, j'étais à l'internat et pas lui. Et du coup, ça a commencé à être un premier endroit où il ne pouvait pas contrôler ce que je faisais. Parce que sinon, au lycée, on se voyait tout le temps. On était tout le temps ensemble. Il avait commencé, par exemple, à m'imposer qu'on mange tous les deux, tous les midis. Donc, je pouvais plus manger avec mes copines. Donc, ça se faisait petit à petit. Et du coup, le soir, j'étais un peu libre, entre guillemets. Et donc, il a commencé à m'imposer à l'appeler tous les soirs. Donc je devais rester au téléphone avec lui à l'internat pour du coup ne pas passer du temps avec mes amis et puis en fait ça a escaladé petit à petit. Donc c'est d'abord une emprise qui s'est vraiment installée où il était très critique avec mes proches, avec mes amis pour Et m'éloigner toi, ça de te tout le dérangeait monde. pas qu'il t'impose ça? En fait ça s'est fait très progressivement et très insidieusement. En fait moi je m'en rendais pas forcément compte, c'était ma première relation amoureuse et puis en fait il avait ces comportements qui, là, quand je le dis, semblent tout de suite alarmants, mais sauf qu'à côté de ça, dans la réalité, il était adorable avec moi. À ce moment-là encore, il était très gentil, il n'y avait pas de soucis, il était très aimant. Et puis, en fait, il tournait les choses d'une telle façon que ça ne m'alarmait pas parce que, par exemple, il pouvait me dire, si j'avais pas envie de l'appeler, admettons, il allait me dire « Ah ouais, mais tu me laisses tout seul, c'est pas cool. Regarde, toi, t'es avec tes copines, moi, je suis tout seul chez moi. Ouais, Ça veut dire que tu m'aimes pas. » Voilà, c'est ça. Donc ça commençait à être du chantage affectif, à me dire si tu m'appelles pas, c'est que t'es pas amoureuse de moi, donc on va se séparer. Enfin,
Ça a commencé hyper insidieusement comme ça, et puis après, petit à petit, il y a d'autres types de violences qui se sont développées, tout ce qui est violence psychologique, le fait de dénigrer, d'être désagréable, de se moquer, voilà, des choses comme ça, et puis après, des violences physiques et des violences sexuelles aussi. Donc voilà, et tout ça sur une période qui allait jusqu'à juste avant mes 18 ans. Donc en fait, tout mon lycée, grosso modo. Voilà. Ouais, c'est chaud, c'est une période importante de la construction aussi. Oui. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça en plus. C'est l'adolescence, ouais, et on vrai. se cherche, donc... Déjà, ça touche les relations toxiques quand on est plus âgé, mais à ce Mm. moment-là, en plus c'était ta première relation, c'est tendu. ça. Ouais. Ça Ouais. dit de donner une mauvaise image des relations amoureuses, non? Bah oui, alors en fait ce qui est très complexe, c'est que quand j'étais dans cette relation, moi je me rendais pas forcément compte du problème. Et je m'en suis rendu compte en fait qu'après coup, quand j'ai commencé à avoir une nouvelle relation de couple où là tout se passait très bien et où du coup j'ai pu faire des comparaisons. Donc je pense que j'ai pas eu le temps d'être dégoûtée de l'amour parce que du coup ça s'est enchaîné de telle façon que mon cerveau a complètement annihilé ce qui venait de se passer et j'avais pas vraiment conscience de ça. Mais effectivement quand j'étais dans la relation, moi j'avais conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je me rendais pas compte que c'était des violences conjugales, je mettais pas de mots dessus et voilà. Et toi, est-ce que tu pourrais nous raconter, je sais pas, un moment qui t'a beaucoup marqué avec ta mère ou... Bah, là où je me suis dit, là, c'est pas normal qu'une mère fasse ça, c'est quand j'ai commencé, quand j'étais plus grand, quand j'avais à peu près 17 ans, à sortir un peu plus de son emprise. Et donc, même si elle le souhaitait pas, bah, je faisais en sorte de me barrer, je rentrais pas après l'école pour voir des amis, en fait, tout simplement. Et bah, je me rendais compte, en côtoyant les parents de mes amis, que leurs parents, ils étaient gentils, mais en vrai. Et parce que dans ma tête, avant, c'était genre... Tous les parents, ils sont gentils à l'extérieur, mais ensuite, ils déglinguent leurs enfants à l'intérieur quand personne les voit. Et bah, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les parents, il y en a qui étaient gentils en vrai, mais même quand personne les voit faire. Et je demandais à mes potes, mais tes parents, ils t'enferment pas et tout, ils te frappent pas. Non, je me fais ça, mon père et tout. Et voilà, et du coup, ça m'a permis d'avoir un déclic et de vraiment mettre le contraste, de me dire, mais ça va pas du tout ce qu'elle fait. Elle m'enfermait souvent, il y avait des coups avec des objets, enfin... Je sais pas, Mais parce que tu disais des bêtises ou même pas forcément, juste en Bah, fonction de ses sauts d'humeur? Bêtise, c'est relatif, hein, Oui, je veux genre dire, un enfant, oublier on reste de toujours faire ça. une tâche ménagère insignifiante qu'elle a demandé, Je ça veux dire, peut... c'était pas forcément des grosses bêtises, Non, même non. pour un rien, elle te faisait ça. Oui, c'est genre j'ai oublié de faire un petit truc insignifiant qu'elle m'a demandé, ou ce genre de truc, et oui, bien sûr. Après ça allait loin, après elle me fermait dans la terrasse, après des fois je passais des nuits dans la terrasse, enfin voilà. Après c'était vraiment quand j'étais... Bah c'était avant mes 18 ans, on va dire, tout ça. Et après, tu t'es parti? Ah, je me suis barré à 19 ans, hein. Je me suis barré totalement, maintenant elle est bannie. Et ton père, il habitait avec vous ou il est... Non, mon père, en fait, il a toujours été marié à une autre femme. Il a fait un enfant en cachette avec ma mère. Et il a cru qu'elle le dirait à personne. Mais bon, c'est pas passé. Voilà. D'accord. Et t'as aucun lien avec lui ou tu le vois un petit peu peut-être? Je l'ai vu très rarement. Si on additionne les jours où je l'ai vu dans toute ma vie, ça doit faire peut-être 15 jours ou un truc de style. Et maintenant, je pense qu'il vit dans un patelin avec sa femme, s'il est toujours avec elle. Enfin, en vrai, je sais pas, j'ai pas de contact avec elle. Ok. Avec lui. Ouais. Enfin, avec elle non plus d'ailleurs, mais Oui, avec lui. ok. Et ta mère? J'ai plus de contact non plus. Peu non plus? Non. Elle a pas cherché à te Si, elle essaye des appels aux dates significatives, genre l'anniversaire, Noël, ce genre de choses, mais bon, ça m'est égal, je réponds pas. Et t'es fils unique? Oui. Ok. Comme t'étais à l'internat la semaine et que les week-ends, donc, vous étiez soit chez toi avec ton copain, soit chez ses parents, enfin, je veux dire, soit chez tes parents, soit chez les siens, eux ne se rendaient compte de rien sur ce qui se passait entre vous? Alors en effet, il se rendait compte de rien. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il était stratégique aussi dans les violences qu'il me faisait subir et dans les moments où il me les faisait subir. C'est-à-dire que déjà au niveau des violences physiques, ça pouvait être des petites violences, je mets des gros guillemets, mais par exemple pincer. Ça, c'était des choses qu'il faisait un peu en continu, même au lycée. Voilà, c'est quelque chose que tu peux faire assez discrètement, personne ne se rend compte. Et ça permet de faire une petite piqûre de rappel à la personne pour lui dire qu'elle a plutôt intérêt à bien se tenir parce que voilà, lui il est là et s'il n'est pas content avec ce que je fais, il va me le faire subir. Et après, quand on était du coup chez nos parents, c'était des moments où par exemple on était tout seul, ou il y a une fois où on était en vacances parce que du coup on était tout le temps ensemble, mes parents l'emmenaient aussi quand on partait en vacances. Du coup une fois on s'était éloignés tous les deux parce qu'ils voulaient que je le prenne en photo.
Et il n'était pas satisfait des photos que j'avais prises, ça lui plaisait pas, du coup il me disait non mais de toute façon t'es nulle, t'es bonne à rien, enfin bon voilà le truc habituel. Et du coup il s'est énervé contre moi et il a enlevé sa chaussure et il me l'a jetée au visage. Et du coup à ce moment-là moi j'ai eu un gros choc parce que je m'y attendais pas. Et du coup, déjà, j'ai pleuré parce que ça m'a fait peur et parce que j'ai eu Normal. mal. Bah oui, c'est normal. Et j'ai eu, du coup, j'avais une marque sous l'œil. Et en fait, on s'apprêtait à retrouver mes parents, mon frère et ma sœur. Et du coup, à ce moment-là, il m'a dit, t'as intérêt à inventer quelque chose, en fait. Trouve un truc. Et vu qu'il y avait des arbres, enfin, on était dans une forêt, du coup, j'ai dit que je m'étais cognée dans une branche d'arbre. Et en fait, c'était tout le temps ça. J'inventais des choses sous la contrainte pour justifier le fait que j'avais un petit bleu sur le bras ou que j'avais les yeux gonflés parce qu'il m'avait empêché de dormir toute la nuit. Enfin, du coup, je trouvais toujours des choses. Et puis, en fait, en tant que parent, on s'imagine pas du tout ce genre de choses-là. Et encore moins quand son enfant vit à la maison et quand on sait pas tout simplement que les violences conjugales, ça peut exister chez les adolescents. On n'y pense absolument pas. Donc voilà, moi, je faisais tout pour le cacher. Et clairement, mes parents n'auraient jamais pu se douter de ce qui se passait. Parce qu'après, vous vous êtes séparés ? Oui. C'est toi qui l'as quitté ou c'est... Oui, c'est moi qui l'ai quitté. En fait, il y avait plusieurs fois où déjà j'avais essayé de le quitter. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est quelque chose de très important parce qu'en général, quand on parle de violence conjugale, la première chose que les gens vont vous dire, c'est « mais t'avais qu'à partir en fait ». Bah oui. C'est ce que les gens disent. Voilà, c'est oui. ça. À la première violence, mais tu n'avais qu'à partir. Pourquoi est-ce que t'es pas parti quand il a commencé à te pincer, quand il a commencé à t'imposer des choses, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas si simple que ça. Il y a tout un climat qui est installé. C'est ça, il y a tout un climat. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle des violences conjugales. Donc, première phase, ça va être la phase de tension, où l'agresseur va créer justement cet environnement d'angoisse, d'emprise, où il va te couper de tes proches, il va te couper toute confiance en toi. Et quand on est en plus à l'adolescence, dans une période de construction, c'est un moment qui est déjà très compliqué, donc clairement c'est pas si difficile que ça d'annihiler la confiance en soi de quelqu'un. Ensuite, il va y avoir la période d'agression, où là, c'est là que les violences vont se commettre, donc que ce soit des violences physiques. Il va passer physiques, des paliers en général. Voilà, c'est ça. Des violences physiques, des violences sexuelles, des violences financières, économiques, enfin ça peut être tout type de violence. Et là, à ce moment-là, la victime ne comprend pas parce qu'elle se trouve dans une situation où elle trouve ça complètement démesuré. Elle se dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on me fait ça ? Et c'est là que vient la troisième phase, qui est la phase de justification, où l'agresseur va en fait expliquer son comportement et le justifier par des facteurs extérieurs, et notamment le comportement de la victime, en lui disant ok, je t'ai insulté de salope, mais en même temps t'as vu ton décolleté, enfin tu vas attirer tous les mecs, ça se passe comment, ou ok, je t'ai jeté la chaussure au visage, mais en même temps t'as vu, tu sais pas prendre une photo, enfin il voilà. va dire que Faut c'est remettre la faute de sur ta le- faute Ouais. C'est ça, s'il a agi comme ça, exactement. que ses actions c'est la conséquence naturelle des tiennes, quoi. Voilà, C'est ce ça. qu'il va dire. Et déjà, en tant que victime, à ce moment-là, on commence à se dire ok, bah en fait il a raison, c'est de ma faute, donc je vais pas le quitter parce qu'en fait c'est à moi de me remettre en question, c'est moi le problème. Et c'est là qu'intervient la dernière phase, qui est la phase de lune de miel, et c'est le moment où en fait l'agresseur va complètement changer de visage, où il va devenir adorable, très gentil, il peut se mettre à pleurer par exemple, à dire qu'il est désolé, qu'il fait pas exprès, c'est pas de sa faute, c'est plus fort que lui. Oui, et puis en plus, comme du coup tu l'aimes, tu te dis bon, c'est la dernière Voilà, fois, c'est il va ça, pas recommencer. exactement. Et Et ainsi de suite, ouais. c'est ce que Bien l'agresseur te dit, elle te dit mais c'est la dernière fois, je te promets. Oui, je j'ai vais réalisé à changer. quel point tu étais Voilà, importante. c'est ça, exactement. Et effectivement, cette phase de lune de miel peut durer quand même un certain temps, ce qui fait que des fois, pendant, moi, je sais pas, peut-être 2 mois, tout allait très bien se passer, aucun souci et tout. Mais le problème d'un cycle, effectivement, c'est que ça recommence. Et sauf que, bah voilà, en tant que victime, c'est pour ça que c'est compliqué de partir, c'est que on est complètement manipulé, on est complètement déconnecté de la réalité, et on se dit toujours que il va changer, et effectivement on le voit changer, donc on se dit bah oui c'est bon, il a changé, j'ai réussi à le faire changer, et maintenant tout va bien se passer. Et quel a été le déclic pour que tu partes ? Alors le déclic, ça a été un facteur extérieur, puisqu'en fait il m'a trompée, et moi ça c'était quelque chose que je m'étais toujours dit, s'il me trompe, je pars. C'est ça ton seuil de tolérance. Oui, c'était mon Il seuil l'a de- enfreint. Ouais, c'était Il a mon- commis c'était l'erreur, mon si on seuil peut de dire. tolérance. Ouais, vraiment. Et je pense que lui, il jouait avec le feu aussi. Il essayait déjà, des fois, il faisait des réflexions devant des filles, devant moi, etc., pour me mettre mal à l'aise, pour m'énerver, essayer de me rendre jalouse, etc. Mais il faut bien se dire qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément conscience de tout ce qui se passait déjà dans la relation. Dans ma tête, c'était juste je pars parce que j'en peux plus, c'est pas normal, il a pas à me tromper, etc. En fait, c'était vraiment pour mon ego. Et d'ailleurs, c'est quelque chose
on a tendance à croire que les personnes qui sont victimes dans les relations toxiques sont des personnes qui n'ont pas du tout de caractère, qui sont très conciliantes, très faibles ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi, la plupart des victimes de violences conjugales que j'ai rencontrées sont plutôt comme moi, ils ont un très fort caractère. Souvent, c'est comme ça parce que justement, si la personne elle est juste soumise et docile, en fait, comme le processus de la relation toxique il va de plus en plus loin, en général, en fait, ça l'amuse pas, si on peut dire, ou il va se lasser, le manipulateur. Il veut quelqu'un avec qui il peut avoir une confrontation, un rapport avec qui il peut essayer de dominer, et l'autre personne, elle va pas se laisser faire, elle va essayer de se justifier, de faire comprendre les choses, de lui dire qu'il a tort, des fois elle va partir et tout, et c'est ça dont il a besoin pour se sentir vivant dans la relation en général. Enfin, en général, les personnes qui ont ce comportement, ce genre de profil, ils ont besoin de ça. Oui, mais donc les personnes comme ça, donc les manipulateurs, les pervers narcissiques, qu'importe le terme qu'on leur donne aujourd'hui, comment ils arrivent à vous laisser partir alors ? Parce que vous partez, mais vu qu'ils sont déjà un petit peu quand même malades psychologiquement, je sais pas, ils vous courent pas après, enfin je veux dire, pas au sens physique, mais je veux dire, ils font pas des fois au sens physique, oui. Oui, alors, ça au sens physique aussi, mais je veux dire, ils font pas tout pour vous garder avec vous, ils font pas le grand jeu, entre guillemets, pour vous garder. Moi, ça a été quelque chose de très compliqué, parce que du coup, déjà, je l'ai quitté. Au départ, c'était super dur pour moi, j'avais vraiment envie d'y retourner, surtout qu'il y avait plein de personnes autour de moi qui me disaient « Mais non, vous étiez tellement mignons ensemble », enfin, ça peut arriver, c'est une erreur. On va dire les complices inconscients, quoi. Oui, qui te disent « Mais vous étiez ils font pas exprès d'être complices, mais voilà, c'est ça. Ça met de la pression. Déjà, que c'est dur de prendre la décision de partir. Ouais, en plus, t'as l'autre qui te met la pression, il te harcèle. Après, voilà, t'as tes potes, ils sont censés te réconforter, ils disent mais retourne avec lui. Mais oui, c'est tendu ça, en vrai. parce qu'ils savent pas tout ce qui se passait et qu'aux yeux de tout le monde, on était un couple idéal, on était super mignons, on était voilà. Et donc du coup, il y avait cette pression là, mais moi je me disais non, faut pas que j'y retourne. Et au final, petit à petit, je commençais à me sentir mieux. Alors que je pensais que j'allais aller de plus en plus mal, et au final, j'avais l'impression que je commençais à aller mieux. Et quand lui, il a vu que je commençais à aller mieux, alors là, ça a été la catastrophe, parce qu'au départ, je pense qu'il se disait, elle va revenir, elle peut pas vivre sans moi, elle va revenir, donc il était plutôt confiant. Et quand il s'est rendu compte que je ne reviendrais pas, là, il est devenu complètement... il a commencé à m'envoyer plein de messages, d'appels, il me faisait du chantage, il allait taper dans les murs, m'envoyer des photos de ses poings en sang et me dire regarde ce que je me fais à cause de toi, il allait me dire si tu reviens pas je vais me suicider, que des choses comme ça. Il allait envoyer des messages à tous les membres de ma famille en leur disant non mais Capucine c'est la femme de ma vie, oh là là oui la famille ouais voilà c'est ça, il essayait de manipuler ma petite sœur par exemple. Oui. Que de ça pour que je revienne. Et en plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on était dans la même classe à ce moment-là, période juste avant le bac. Et il a commencé à sécher les cours. Du coup, moi, tous les profs me posaient des questions, me disaient mais pourquoi il est pas là, faut que tu lui donnes les cours. Enfin voilà, j'avais une sorte de pression en fait, t'avais sur une moi. Énorme pression sociale. Voilà, c'est ça. Et toi aujourd'hui, t'arrives à conseiller à faire se rendre compte des personnes qui sont dans ce genre de situation. Tu l'as vécu ou... c'est pas mon travail en coaching. Moi, j'accompagne les personnes qui s'en sont déjà rendues compte en fait et qui souhaitent avoir un accompagnement pour en sortir en fait. Qui sont dans une relation, soit les personnes qui sont dans une relation d'emprise et qui souhaitent avoir un accompagnement pour en sortir ou pour dépasser certains blocages qu'elles peuvent rencontrer qui les empêchent de quitter cette relation, ou soit les personnes qui sont sorties et qui veulent trouver des moyens de faire arrêter le harcèlement, ou soit des personnes qui s'en sont sorties depuis longtemps, la relation en elle-même est finie, mais elles ont encore des séquelles dans leur vie de tous les jours. Un conseil que je donnerais, c'est déjà de s'entourer et d'en parler à ses proches, je dirais, parce que c'est important. Souvent, on croit que tout le monde vit ça, ou que ce qu'on vit, en fait, on est hors norme de le vivre, ou que c'est de notre faute qu'on le vit, parce que l'autre nous le rabâche en disant « si j'ai fait ça, c'est parce que t'es anormal de penser comme ça, tu surréagis », enfin, tous les trucs qu'on peut entendre comme ça. Donc, ça serait de s'entourer et d'en parler le plus possible, de briser l'omerta et la loi du silence. Comme ce qu'il avait dit, ton ex, justement, que tu t'es fait un bleu, tu dois inventer une raison et tout. Justement, pour moi, ça serait de dire la vérité. Après, c'est très dur. C'est dur de le faire, donc c'est pour ça que je donne pas vraiment des conseils, j'essaie d'accompagner les gens vers là où ils veulent aller plutôt. Donc il faudrait plutôt, si quelqu'un est en relation toxique et qui souhaite avoir de l'aide, je lui demanderais plutôt, mais qu'attends-tu de moi ? Quelle aide aimerais-tu avoir ? Et dans ce cas, je me pencherais sur le point sur lequel la personne souhaite, enfin sur la démarche psychologique que la personne a déjà essayé d'entamer. Et vous, est-ce que votre entourage vous a aidé à vous en sortir personnellement ? Alors, moi, du coup, c'est un peu particulier parce que, comme je disais, j'avais pas du tout conscience de ça. Même au tout départ, quand j'ai commencé à avoir des flashbacks, je m'étais dit, j'arrivais pas à voir que c'était moi, et du coup, je m'étais dit, oh tiens, je vais écrire... De toute façon, le cerveau supprime toujours c'est ça. Je m'étais dit, je vais écrire une histoire sur une fille qui a vécu des violences avec son copain quand elle était au lycée et tout. Et en fait, en commençant à écrire, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est toi. Enfin, j'ai commencé vraiment à me rendre compte de ça. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir ces souvenirs-là, j'en ai parlé à mon copain.
qui, du coup, se sentaient un peu démunis par rapport à ça. On avait 18 ans, on s'y connaissait pas trop dans tous ces sujets-là. Du coup, il a eu quand même le bon réflexe parce qu'il m'a conseillé d'appeler le 3919 pour avoir de l'aide, des recommandations, etc. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et du coup... Et ça t'a aidé ? Oui, ça m'a aidé parce que... alors, c'était très compliqué d'appeler le 3919 et à l'époque, j'aurais bien aimé savoir que ça existait, mais il y a un chat en ligne de l'association En Avant Toutes qui s'appelle Comment on s'aime et qui est vraiment génial parce que du coup on peut poser toutes nos questions à des répondantes professionnelles qui sont là vraiment pour nous aiguiller et qui font un peu le rôle du 3919 mais par chat, donc c'est plus facile et c'est moins intimidant. Ah, c'est bien à savoir, ça je savais pas, je Oui, pense que je te demanderai la ref après. Ouais, c'est très très important, faudra le mettre en description et tout ça, c'est vraiment super. Et donc du coup j'avais appelé le 3919 et après elles m'ont conseillé en fait d'aller à un groupe de parole de solidarité femmes. J'ai raconté ce qui m'était arrivé et j'ai écouté quelqu'un d'autre qui avait vécu la même chose, donc elle était beaucoup plus âgée, elle avait eu un enfant, etc. Enfin, c'était complètement différent. Et en même temps, pas tant que ça. Parce que du coup, en écoutant nos deux histoires, j'ai remarqué en fait les schémas systémiques qui se faisaient. Et après, les bénévoles de Solidarité Femmes m'ont expliqué en fait. Elles m'ont expliqué ce fameux cycle des violences. Elles m'ont expliqué beaucoup de choses. Et en fait, c'est les premières qui m'ont mis les mots dessus et qui m'ont dit, mais en fait, ce que tu as vécu, c'est des violences conjugales. Et c'était pas de ta faute. Et c'est la première fois qu'on m'a dit ça. Et après, ça a été très long pour moi, ce processus de me dire... Ok, c'était vraiment pas de ma faute. Parce que là, j'avais tous ces souvenirs qui se mélangeaient. Et en fait, je me disais tout le temps, non mais peut-être que j'invente, peut-être que... Parce qu'en fait, c'est tellement ce qu'on nous rabâche tout le temps. Ouais, en plus, lui, il te dans dit la aussi société. que t'inventes. C'est possible que lui aussi, il mente à propos des choses qu'il a faites. Parce que dans des relations qui ressemblent à ça, souvent j'entends que la personne qui est auteur de violence, il va dire à la personne qui subit les violences, il va mentir à propos des choses qu'il a faites en disant, genre toi t'as vécu un truc, et lui il va dire que ça s'est pas passé comme ça. Il y a sûrement évidemment des personnes victimes qui m'écoutent étant donné les proportions. C'est hyper important de savoir que c'est jamais de sa faute, déjà d'une, et que ensuite... on peut pas inventer des souvenirs comme ça en fait. Enfin, on a des flashbacks, etc. C'est pas notre cerveau qui invente ça, c'est réel. Et encore, ce qu'il faut se dire, c'est que le cerveau déjà atténue beaucoup par rapport à la réalité, atténue beaucoup par rapport aux fréquences. Moi, je suis incapable de me rappeler des fréquences, par exemple. Et je sais que mon cerveau, il fait ça pour me protéger. Mais il faut pas douter de soi. Il faut vraiment essayer d'accepter ça et d'avancer avec ça. Et donc ça a été vraiment l'étape la plus difficile pour moi de sortir de ce processus de culpabilisation. Et après, je l'ai fait aussi grâce... on parlait des proches. Moi, c'est surtout mon copain qui m'a beaucoup accompagnée. Et toi, est-ce que tes amis, parfois, ils se rendaient compte que ta mère... Ils te disaient, mais c'est normal que ta mère te fasse ça ou... Mes potes, ils disaient, Stan, elle est folle, ta mère. Je disais, non, arrête. Ils disaient, non. Quand je dis ça, je la blâme pas. Elle est folle, c'est vrai. Et t'as eu des problèmes à l'école à cause de ça? Des gens qui peut-être étaient méchants avec toi en disant ta mère elle est pas normale? Non, à l'école ça se passait bien, ça y a pas de souci. Après, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, en fait personne le savait. Parce que voilà, je le disais pas en fait. Après, quand j'étais au lycée, non en fait, au lycée je m'entendais bien avec tout le monde. En fait, je connaissais un peu tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde, c'était cool. Après, c'était plus mes potes. Enfin, j'ai des potes au lycée qui m'avaient aidé. Genre, des fois, quand ma mère, elle me mettait dehors, ils m'invitaient à dormir. C'était très gentil de leur part, ça m'a bien aidé. Sur le moment, ça m'avait bien aidé, vraiment. Enfin, c'était un soutien pour moi. Ensuite, j'avais des amis en dehors du lycée aussi qui m'avaient aidé, qui m'avaient invité aussi, tant qu'ils le pouvaient, en fait. Parce que, voilà, ils sont jeunes aussi, ils habitent chez leurs parents aussi. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé. J'avais 13 ans, j'y avais un éducateur que j'avais rencontré. Je l'avais recroisé plus tard et j'étais resté en contact avec lui. Et on dirait que quand tout le monde croyait que c'était moi le problème, en fait, lui, il avait vu juste. Mais même moi, je le voyais pas, en fait, parce que je croyais vraiment que c'était moi le problème à ce moment. Et lui, j'ai l'impression que c'était le seul qui avait vu plus ou moins juste. Et il m'a dit, si jamais avec ta mère c'est la merde, en fait, tu peux venir me voir. Et en fait, c'est lui qui m'a aidé à me barrer avec un contrat jeune majeur à l'époque, ça se faisait. Donc, je sais pas si ça se fait encore d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est pour les jeunes qui avaient entre 18 et 21 ans, un contrat qui est proposé en échange qui suivent soit un cursus d'études, soit une formation professionnelle, ou voilà, qui soient quand même impliqués dans une vie active, qui fassent pas rien du tout. Et le conseil général leur paye un logement, en fait, pendant quelques temps. Et c'est un contrat qui est renouvelable tous les 3 ou 6 mois, je ne sais plus. Donc j'ai bénéficié de ça, et ça m'a permis justement d'avoir le logement et de me barrer.
Donc je vais vous poser, pour aller vers la fin, une dernière question. Comment on arrive à se refaire confiance après, à avoir confiance en soi, vu qu'on a quand même douté pendant longtemps? Vous savez, les bébés, quand ils naissent, ils se construisent. Moi, j'ai l'impression que... Bon, je me suis aussi construit d'une certaine manière, hein, j'ai pas le cerveau d'un bébé, mais je devais quand même reprendre les choses à moins que zéro, quoi, une somme négative. Ça m'a fait travailler beaucoup de choses, dépasser la culpabilité, dépasser beaucoup de choses. En fait, à partir de mes 21 ans ou 22 ans, je me suis impliqué dans un processus, on va dire, j'ai compris que j'étais pas heureux et que je souffrais, et que je voulais dépasser la souffrance que je rencontrais. Donc j'ai fait énormément d'introspection, d'observation, de méditation, de compréhension de moi, et peu à peu, mois après mois, année après année, j'ai consacré toute mon énergie pendant quelques années à ce travail-là, en fait. Et chaque fois que je percevais une souffrance qui se manifestait à l'intérieur de moi, que ce soit de la culpabilité, de l'angoisse, une colère, je consacrais toute mon énergie pour la comprendre, pour trouver la solution et pour essayer de la résoudre. Et petit à petit, j'ai des souffrances qui sont remontées, j'ai vécu 2 phases de dépression entre-temps, mais j'ai réussi à remonter à chaque fois et à transcender et à me hisser au-dessus de chaque souffrance. Donc je pense que pour prendre confiance en moi, la chose qui m'a été bénéfique, c'était de prendre conscience que je souffrais, de porter mon attention sur mes mouvements intérieurs pour identifier mes souffrances mois après mois, et ensuite, chaque fois que je voyais une souffrance, d'essayer de la comprendre et de la transcender pour me hisser au-dessus. Donc c'est un processus qui est long, qui demande de l'énergie, mais qui est au final salvateur. Ouais, et puis aujourd'hui, tu dois avoir une force de caractère assez grande alors. On peut dire ça, On peut dire tranquillement. ça. C'est ça d'ailleurs qui fait que tu es toujours aussi souriant? Ah, c'est ça peut-être. Moi, ça m'est arrivé quand même à une période particulière qui est celle de l'adolescence où on est justement censé se construire. Et en fait, moi, j'ai ressenti vraiment un gros vide après cette période-là, quand j'étais dans mes études supérieures, etc., au début de la fac. Parce qu'en fait, pour moi, le lycée, je l'ai vraiment supprimé de ma vie. Et tout ce qui est associé au lycée dans ma tête est du coup profondément négatif, malheureusement, même s'il y a eu forcément des bons moments à ce moment-là, mais on va dire que ça a été un peu gâché. Et du coup, j'ai eu quand même ce sentiment de devoir me construire et de devoir repartir à zéro, parce qu'en fait, j'avais commencé à construire, je pense, ma personnalité de futur adulte avant de le rencontrer. Et en fait, tout s'est arrêté à cause de lui. Et il est vraiment arrivé dans ce moment-là où en fait, tu te construis, les années de lycée, c'est vraiment les années où tu façonnes ta future personnalité, etc. Ouais. Et en fait, il est vraiment arrivé à ce moment-là. Et moi, j'ai l'impression, franchement, quand je repense au lycée, j'ai l'impression que c'était pas moi. J'ai l'impression que c'était une autre personne. Et après le lycée, je savais plus, en fait, qui j'étais. Je savais pas comment me comporter. Je savais pas comment me comporter en société. Je savais pas comment me faire des amis. Je me disais, mais de toute façon, je suis nulle. Enfin, voilà, personne va jamais m'aimer. J'ai eu beaucoup de mal à faire confiance à mon copain parce que je me disais, mais de toute façon, c'est sûr qu'il va me laisser au bout d'un moment. J'étais hyper jalouse, ce qui est d'ailleurs en soi un comportement toxique aussi d'être autant jaloux. C'était très malsain parce qu'en fait, je reproduisais ce que j'avais appris avec lui. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Et moi, je pense que vraiment pour se reconstruire, pour avoir confiance en soi, il faut prendre le temps de comprendre déjà ce qui ne va pas, ce qui fait qu'on a pu avoir des souffrances dans sa vie, ce qui fait qu'il y a pu avoir des traumatismes, etc. Essayer de résoudre les choses au fur et à mesure. Mais moi, j'ai beaucoup retrouvé confiance en moi en me sentant utile pour les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Over the Rainbow et que je témoigne dans des médias, etc. Je vois parfois des commentaires un peu atroces, du genre voilà, elle veut attirer l'attention sur elle, elle veut machin. Non, pas du tout. En fait, moi, je témoigne pas du tout pour qu'on ait pitié de moi et pour qu'on me dise « Ah, c'est affreux ce que t'as vécu, ma pauvre, etc. » Je le sais, j'ai pas besoin qu'on me dise. Je le fais juste pour que ça ait un sens et que ce soit utile. Et que les gens voilà. qui le vivent s'en rendent compte. Ouais. C'est ça. Et je me dis, en fait, si ça m'est arrivé, certes, ça a gâché mes années de lycée, mais en fait, si mon récit, mon témoignage ne peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à soit prendre conscience de ce qu'elle est en train de vivre, ou soit prendre conscience de ce qu'elle a vécu et enfin mettre un mot sur ce qui lui est arrivé pendant ces années-là, et ben je me dis qu'au moins, ce que j'aurais vécu, ça n'aura pas été en vain. D'accord. Merci beaucoup à vous deux, c'était un plaisir de vous avoir reçus et merci. Pour vos divers témoignages. Merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Cet épisode des Hawkers est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous au Crayon et lâchez aussi un petit commentaire. C'était Sixtine pour le Crayon.